Lorsque la porte du bureau de Killian Mercer se referma ce mercredi soir-là, Ren Harper crut qu'elle allait être exécutée. Dans son univers, les portes closes étaient un synonyme de balle, pas de conversation. Au lieu de cela, elle dut regarder dans les yeux l'homme le plus dangereux de Boston et prononcer 5 mots qui allaient faire voler en éclats leur monde soigneusement contrôlé. Je suis enceinte. C'est ton enfant. Il y a 3 mois, lors d'une nuit sanglante à New York. Dans un refuge, après avoir survécu ensemble à une tentative d'assassinat. Un moment de faiblesse où l'adrénaline s'est transformée en quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Aujourd'hui, les conséquences pourraient leur coûter la vie à tous les deux. Pour un homme qui avait déjà enterré une femme qu'il aimait, qu'il avait vu se vider de son sang dans ses bras pendant que leur fille de 6 mois dormait à l'étage, ce n'était pas seulement compliqué. Ou c'était une condamnation à mort en puissance. Dans la mafia, l'amour est un handicap, et Killian Mercer venait de se voir confier le plus grand handicap de sa vie. Mais Killian Mercer ne fuyait pas le danger. Il avait passé 6 ans à bâtir un empire sur le sang et les os, élevant seul sa fille dans un monde où la faiblesse signifiait la mort. Il avait appris depuis longtemps que certaines batailles devaient être menées de front. Même lorsque tous les ennemis vous observent, même lorsque votre cœur saigne encore de la dernière guerre qui a failli vous détruire. Si vous voulez voir comment un chef mafieux gère la crise la plus inattendue de sa vie impitoyable, restez avec moi jusqu'à la fin. Laissez un j'aime si vous croyez que certains liens sont plus forts que le sang. Partagez cette histoire et voyons jusqu'où elle ira. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Le silence dans le bureau du penthouse s'étirait comme une créature vivante, comprimant l'air entre eux jusqu'à rendre la respiration impossible. Ron se tenait là, les mains serrées si fort que ses jointures blanchissaient, attendant que l'homme devant elle réagisse. Killian Mercer ne bougeait pas d'un pouce. Son visage semblait sculpté dans la pierre, ses yeux gris acier ne trahissant aucune émotion. 1 seconde passa, puis 2, puis 10. Ren comptait chaque battement frénétique de son cœur, se demandant si ce serait le dernier moment de sa vie. Elle avait vu Killian tuer des gens pour des raisons bien moins graves qu'une employée qui osait porter son enfant. Finalement, elle ne put supporter ce silence 1 seconde de plus. Elle prit une profonde inspiration et parla, la voix tremblante, mais s'efforçant de paraître calme. Elle pouvait disparaître. Elle pouvait s'en sortir toute seule. Il n'aurait plus jamais à la revoir, ni elle, ni le bébé. Elle quitterait Boston, irait dans un endroit où personne ne la connaissait et élèverait l'enfant seul. Il pourrait faire comme si rien ne s'était passé. Ren avait répété ce discours pendant 6 jours. Depuis que le médecin avait confirmé le résultat, elle avait envisagé toutes les possibilités, tous les scénarios. Elle savait que dans le monde de Killian Mercer, un enfant non désiré avec une employée subordonnée n'était pas quelque chose que l'on acceptait. Elle lui offrait une issue, un moyen de préserver sa fierté et de continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Mais la réaction de Killian ne fut pas celle qu'elle attendait. Il n'acquiesça pas. Il ne poussa pas un soupir de soulagement. Au contraire, ses yeux gris s'embrasèrent d'une flamme que Ren n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas la colère froide et calculatrice qu'elle avait appris à reconnaître au cours de ses 8 années de travail pour cette organisation. C'était quelque chose de plus primitif, de plus violent, de plus brut. Killian s'avança vers elle, chaque pas frappant le parquet comme un tambour de guerre. Ren recula instinctivement, sa colonne vertébrale heurtant la porte fermée derrière elle. Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur du whisky et du tabac sur lui, si près qu'elle pouvait voir sa mâchoire serrée si fort qu'elle en était dangereuse. Pensait-elle qu'il laisserait son propre fils s'en aller comme ça? Pensait-elle qu'il était ce genre d'homme? Sa voix était basse et mortelle. Chaque mot était comme une balle tirée directement sur Ren. Elle n'avait jamais entendu Killian parler avec une émotion aussi intense. Pendant 8 ans, elle n'avait connu que sa version parfaitement contrôlée et glaciale. Cette version était différente. Cette version était bien plus terrifiante et bien plus réelle. Il lui tourna le dos et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur Boston, englouti par la nuit. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix s'était légèrement adoucie, mais elle portait toujours le poids de souvenirs douloureux. Il avait perdu Catherine. Il n'expliquerait pas comment, pas encore, mais il l'avait tenue dans ses bras lorsqu'elle y était morte, et ses dernières beaux avaient été pour protéger leur fille. Ren sentit son cœur se serrer. Elle savait pour Catherine, la défunte épouse de Killian,
la mère de Rosie, mais elle n'avait jamais connu les détails de sa mort. Personne dans l'organisation n'osait en parler. Killian se retourna vers elle, et ses yeux gris ne reflétaient plus aucune colère, seulement quelque chose de plus profond. Il ne laisserait pas un autre de ses enfants grandir en se demandant si son père le voulait ou non. Cette phrase toucha Wren d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'elle. Il s'agissait de Killian et des regrets qu'il portait depuis 6 ans. Il s'agissait d'un père qui essayait de ne pas répéter les erreurs du passé. Elle emménagerait dans le domaine ce soir même. Il n'y avait rien à négocier. Wren ouvrit la bouche pour protester, mais Killian leva la main et l'arrêta. Ce n'était pas une demande, c'était une décision, mais il ne lui restait plus que 18 mois. Wren lâcha le morceau, la voix désespérée. Encore 18 mois et elle aurait remboursé sa dette. Encore 18 mois et elle serait libre. Elle attendait ce jour depuis 8 ans. Elle avait compté chaque jour, chaque heure, et maintenant, tout cela était sur le point de lui échapper. Killian la regarda, et pour la première fois de la soirée, elle vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait presque à de la douceur, mais cela ne dura qu'un instant avant de disparaître. La liberté. Dans son monde, la liberté n'existait pas. Mais il pouvait lui offrir quelque chose de mieux, la survie. Et peut-être, si elle le lui permettait, plus que cela. La Rolls-Royce noire glissait doucement dans les rues de Boston la nuit. Les lumières de la ville scintillaient à travers les vitres comme des étoiles filantes. Wren était assise à l'arrière, à une distance respectable de Killian, les yeux tournés vers la vitre, sans vraiment rien voir. Elle essayait encore de comprendre ce qui venait de se passer dans le bureau du penthouse. Elle s'était préparée à la mort, au rejet, au mépris. Elle ne s'était pas préparée à cela. Le silence régna dans la voiture pendant quelques minutes avant que Killian ne prenne la parole, d'une voix basse et calme dans l'obscurité. « La dette dont tu as parlé, 18 mois, dis-moi. Ce n'était pas une demande, mais ce n'était pas tout à fait une question non plus. Quelque chose dans son ton suggérait qu'il voulait vraiment savoir. Pas par simple curiosité, mais pour une raison plus profonde que cela. » Wren hésita. Elle n'avait jamais raconté toute l'histoire à personne, non pas parce qu'elle avait honte, mais parce que personne ne s'était jamais soucié de lui poser la question. Mais maintenant, dans l'obscurité d'une voiture glissant à travers la ville, avec l'enfant de cet homme qui grandissait en elle, elle se rendit compte qu'il était peut-être temps de le dire enfin à voix haute. Elle prit une profonde inspiration et commença. Son père était mort quand elle avait 12 ans. Il était accro au jeu et devait beaucoup d'argent à des gens à qui il n'aurait jamais dû en devoir. Une nuit, ils sont venus à l'appartement pour récupérer leur dû. Son père n'avait pas l'argent. Ils l'ont abattu juste devant elle, là dans le salon du petit appartement loué que sa famille considérait comme son foyer. Elle a tout vu, le sang, le coup de feu, les yeux de son père. Alors que la vie le quittait, la voix de Wren restait neutre, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre plutôt que la sienne. C'était le mécanisme de survie qu'elle avait développé au fil des ans. Se détacher de la douleur, la transformer en histoire, en une succession d'événements sans émotion. Après la mort de son père, sa mère s'est complètement effondrée. Margaret Harper s'est tournée vers l'alcool pour oublier la douleur, puis l'alcool est devenu son maître. Elle continuait à emprunter de l'argent pour boire, pour exister, pour fuir la réalité. Et quand elle était ivre, elle devenait cruelle. Il y avait des nuits où elle buvait plus que de raison, où elle enfermait Wren dans la cave. Pas de lumière, pas de fenêtre, seulement l'obscurité totale et le bruit des rats qui couraient dans les coins. Wren fit une pause, la voix légèrement tremblante, avant de continuer. C'est pourquoi elle ne pouvait pas dormir dans l'obscurité totale. Même aujourd'hui, après 15 ans, elle avait encore besoin d'au moins une petite source de lumière dans la pièce pour dormir. L'obscurité l'étouffait. Elle la ramenait à l'époque où elle était une enfant de 12 ans enfermée dans un sous-sol froid, ne sachant pas si sa mère se souviendrait de revenir ouvrir la porte. Killian ne dit rien, mais Wren pouvait sentir le changement dans l'air. Il écoutait vraiment, et cela la poussa à continuer. À 19 ans, la dette de sa mère avait atteint 500 000 $. Une somme impossible à rembourser pour une mère alcoolique et une jeune femme qui ne savait faire que des petits boulots mal payés. Les créanciers vinrent réclamer leur dû et sa mère n'avait rien à leur donner. Rien, sauf Wren.
Ren se tourna vers Killian pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à raconter son histoire. Dans la faible lumière des réverbères, elle pouvait voir sa mâchoire crispée. L'homme qui l'avait acheté était son père. Le silence qui suivit cette phrase était si pesant que Ren pouvait entendre son propre cœur battre. Elle vit Killian se raidir, ses yeux gris s'écarquillaient pendant un instant avant qu'il ne reprenne le contrôle de son expression. « Mon père t'a fait ça. » La voix de Killian se fit plus rauque et Ren y entendit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Pas de la colère envers elle, de la colère envers les morts. Ren acquiesça, la voix vide comme une coquille livide. Son père s'était assuré qu'elle comprenne exactement ce qu'elle était. Une propriété, un numéro dans un registre. Pendant 8 ans, elle avait travaillé sans relâche, gérant les finances de l'organisation, et chaque dollar qu'elle gagnait avait été déduit de sa dette. Elle n'était pas une employée, elle était une esclave sous contrat. La voiture s'arrêta à un feu rouge, et dans ce bref silence, Killian se tourna vers elle. Ses yeux reflétaient quelque chose que Ren ne pouvait déchiffrer. De la culpabilité, des regrets pour ce que son père avait fait, ou peut-être seulement la compréhension d'un homme qui portait lui aussi un fardeau qui n'était pas vraiment le sien. Cela prend fin ce soir. Killian le dit d'une voix ferme comme l'acier. Quelle que soit la dette que vous pensez encore avoir, elle n'existe plus. Vous n'êtes pas une propriété. Vous n'auriez jamais dû être traité ainsi. Ren le regarda et pour la première fois en 8 ans, elle laissa une petite lueur d'espoir fragile s'allumer en elle. Mais elle avait appris à ne pas croire aux promesses. « Les mots sont faciles, Monsieur Mercer, répondit-elle, sans dissimuler son scepticisme. Killian ne sembla pas offensé. Au contraire, il se contenta d'acquiescer légèrement, comme s'il comprenait parfaitement pourquoi elle réagissait ainsi. Alors, observez mes actions. Le domaine Mercer s'élevait dans la nuit comme une vieille forteresse au cœur de Beacon Hill, des lampes jaunes chaleureuses débordant des fenêtres et créant une scène qui semblait étrangement paisible comparée au monde violent que commandait son propriétaire. La voiture s'arrêta devant le portail principal et Ren en descendit, les jambes tremblantes, avec l'impression d'entrer dans un monde qui lui était complètement étranger. Elle avait vu ce manoir d'innombrables fois dans des documents financiers, elle connaissait sa valeur, elle connaissait les coûts d'entretien mensuels. Mais se tenir devant lui à minuit, c'était tout autre chose. Killian ouvrit la porte d'entrée et entra le premier, lui faisant signe de le suivre. À l'intérieur, la maison était si calme que Ren pouvait entendre une horloge antique sonner minuit quelque part dans le salon. Elle s'apprêtait à demander à Killian où elle était censée loger lorsqu'une voix claire et joyeuse retentit en haut de l'escalier. « Papa, tu rentres tôt. » Ren leva les yeux et vit une petite fille d'environ 7 ans dévaler les marches. Ses boucles brunes étaient ébouriffées par le sommeil, ses petits pieds posaient des pas rapides et assurés sur chaque marche en bois. L'enfant se jeta directement dans les bras de Killian, et Ren fut témoin d'une transformation à laquelle elle ne s'attendait pas. L'homme froid et dangereux qu'elle venait d'affronter dans le bureau du penthouse avait complètement disparu. À sa place se trouvait un père doux serrant sa fille dans ses bras, sa bouche esquissant le premier sourire que Ren ait jamais vu sur ce visage. « Tu n'arrivais pas à dormir, Rosie? » demanda Killian. Sa voix était si douce que Ren faillit ne pas la reconnaître. « J'ai entendu ta voiture. » Puis la petite fille se tourna soudain vers Ren. Ses grands yeux gris, identiques à ceux de son père, étaient remplis de curiosité. « Qui est-elle, papa? Elle va dormir ici avec nous? » Killian posa sa fille par terre et se redressa, une main toujours posée sur l'épaule de Rosie dans un geste instinctif de protection. « Voici Ren. Elle va rester avec nous pendant quelque temps. » Ren attendit les questions qui suivaient habituellement. « Pourquoi? Combien de temps? Qui est-elle pour toi? » Mais Rosie ne posa aucune de ces questions. Au lieu de cela, elle s'approcha de Ren et lui leva le visage, les yeux brillants. « Tu veux voir mon télescope? Je peux te montrer où habite ma maman. » Ces mots firent se figer Ren pendant un instant. Elle jeta un coup d'œil à Killian et vit sa mâchoire se crisper un instant avant qu'il ne fasse un petit signe de tête, donnant son autorisation. Rosie n'attendit pas de réponse. Elle prit la main de Ren et l'attira dans les escaliers avec l'enthousiasme féroce d'une enfant de 7 ans qui voulait partager la chose la plus importante de son monde. La chambre de Rosie se trouvait au bout du couloir du 2e étage. Et la première chose que Ren remarqua fut le grand télescope posé près de la fenêtre, pointé vers le ciel nocturne.
La chambre était décorée d'autocollants lumineux représentant des étoiles et des planètes, créant un univers miniature sur le plafond. Rosie entraîna Ren vers le télescope et commença à le régler avec des gestes étonnamment habiles pour une enfant de son âge. « Regarde, tu vois cette étoile? Celle qui brille très fort près de la Lune. C'est là que vit ma mère. Je lui parle tous les soirs pour qu'elle ne se sente pas seule là-haut. » Ren sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait entendu beaucoup d'histoires déchirantes dans sa vie. Elle avait vécu des tragédies qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Mais l'innocence dans la voix de Rose lorsqu'elle parlait de sa mère décédée brisa le cœur de Ren d'une manière complètement différente. Rosie se tourna vers elle, les yeux écarquillés, remplis d'une curiosité sincère. « As-tu quelqu'un parmi les étoiles? » Ren pensa à son père, à l'homme qui était tombé dans le salon d'un petit appartement il y a 15 ans, au dernier regard qu'il lui avait lancé avant de quitter cette vie. Elle ne l'avait jamais vu sous cet angle. Elle n'avait jamais imaginé qu'il pouvait être quelque part dans le ciel plutôt que simplement disparu. « Oui, je crois que oui, » murmura Ren, et elle fut surprise de sentir ses yeux s'embuer. Rosie rayonna comme si Ren venait de dire la chose la plus merveilleuse au monde. « Alors nous pouvons leur parler ensemble. Les étoiles aiment quand les gens se souviennent d'elles. » Devant la porte de la chambre, Killian se tenait dans l'obscurité, écoutant chaque mot. Et dans sa poitrine, quelque chose qu'il avait enfoui profondément pendant 6 ans commença à s'agiter, cherchant un moyen de s'échapper. Il n'osait pas le nommer. Pas encore. 2 semaines passèrent dans le domaine Mercer comme un rêve étrange que Ren ne savait pas nommer. On lui avait attribué une chambre privée dans l'aile est de la maison, loin de la chambre de Killian. Assez pour qu'ils puissent tous deux garder la distance dont elle avait besoin. Chaque jour, elle se réveillait tôt, s'asseyait au bureau entièrement équipé de sa chambre et continuait à gérer les finances de l'organisation comme si rien n'avait changé. Les chiffres sur l'écran de l'ordinateur lui étaient toujours familiers. Les rapports devaient toujours être terminés et Ren s'accrochait à cette familiarité comme à une bouée de sauvetage dans une mer chaotique. Elle et Killian se voyaient rarement. Il partait tôt et rentrait tard, et parfois, la seule façon dont elle savait qu'il était rentré était le bruit d'une voiture au milieu de la nuit lorsqu'ils se croisaient par hasard dans le couloir ou la salle à manger. Ils se saluaient poliment d'un signe de tête et continuaient leur chemin. Il n'y avait pas de longues conversations, pas de moments intimes. Ils étaient comme 2 étrangers qui vivaient sous le même toit, et Ren s'en accommodait très bien. Elle savait comment survivre dans la solitude. Ce qu'elle ne savait pas gérer, c'était Rosie Mercer. La fillette de 7 ans semblait déterminée à abattre tous les murs que Ren avait construits. Chaque matin, Rosie se présentait à la porte de Ren avec un sourire radieux et une invitation à prendre le petit déjeuner. Au début, Ren refusait, prétextant qu'elle était occupée, mais la déception dans les grands yeux gris de la petite fille rendait impossible pour Ren de dire non une 2e fois. Puis, prendre le petit déjeuner ensemble devint une habitude. Rosie parlait à Ren de l'école, de son professeur, des livres d'astronomie qu'elle lisait. Et chaque soir avant de se coucher, Rosie frappait à nouveau à la porte de Ren, un livre sur les étoiles à la main, et lui demandait si elle voulait l'écouter lire. Ren ne comprenait pas pourquoi une enfant de 7 ans voulait lire à un adulte plutôt que l'inverse, mais elle ne posait pas de questions. Elle s'asseyait simplement et écoutait la voix claire de Rose parler des constellations, de la distance entre la Terre et la Lune, des galaxies lointaines. Et parfois, entre 2 pages, Rosie s'arrêtait et posait une main sur le ventre de Ren, incapable de cacher sa curiosité. « Le bébé m'entend-il lire? Quelle étoile préfère-t-il? Est-ce un garçon ou une fille? Quand va-t-il naître? » Les questions fusaient sans discontinuer, et Ren se rendit compte qu'elle avait plus souri au cours de ces 2 semaines qu'au cours des 8 dernières années réunies. Cet après-midi-là, Ren se trouvait dans la bibliothèque du domaine à la recherche d'un livre de comptabilité dont elle avait besoin pour son travail. Le livre se trouvait sur une étagère en hauteur et elle dut se mettre sur la pointe des pieds pour l'attraper. Elle n'entendit pas les pas, ne savait pas que Killian était entré dans la pièce et se tenait derrière elle. Lorsque ses doigts trouvèrent la tranche du livre et le tirèrent, le pull qu'elle portait remonta, exposant le bas de son dos, et à ce moment-là, elle entendit un halètement derrière elle. Ren se retourna et se figea. Killian se tenait à quelques pas d'elle, ses yeux gris fixés sur son dos, où elle savait que les longues cicatrices étaient encore visibles après toutes les années.
des cicatrices laissées par la ceinture en cuir de sa mère, lors des nuits où celle-ci buvait et avait besoin d'un exutoire pour sa rage, des souvenirs que Ren avait essayé d'enfouir au plus profond de son esprit. Elle tira sur son pull avec une rapidité presque paniquée, les yeux écarquillés, le sang lui montant au visage sous l'effet de la honte. Personne d'autre qu'elle n'avait jamais vu ces cicatrices. Personne n'avait le droit de les voir. Elles étaient sa faiblesse, la preuve d'un passé qu'elle voulait oublier. Mais Killian ne dit rien. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il ne montra aucune pitié. Il ne la regarda pas comme si elle était une créature pathétique qui avait besoin d'être sauvée. Il resta là un instant, le visage impassible, puis il hocha légèrement la tête et quitta la pièce sans un mot. Ren resta seule dans la bibliothèque, le cœur battant à toute rompre, attendant que la vague familière d'humiliation la submerge. Mais elle ne vint pas. Ce soir-là, lorsqu'elle retourna dans sa chambre après le dîner, elle trouva une petite boîte posée sur sa coiffeuse. À l'intérieur se trouvait un pot de crème pour les cicatrices qui, elle le savait, coûtait plus d'un mois de son ancien salaire. Il n'y avait ni mot ni explication. Ren tint le pot dans ses mains et le regarda fixement sous la lampe de chevet. Et pour la première fois de sa vie, elle comprit ce que cela signifiait que quelqu'un voit ses blessures sans la juger. Il avait vu et il n'avait pas jugé. C'était plus effrayant que n'importe quel mot n'aurait pu l'être. Le docteur Callahan arriva au domaine le mardi matin, muni d'une mallette contenant du matériel médical et affichant le calme et le professionnalisme de quelqu'un habitué à servir des clients qui n'étaient pas tout à fait ordinaires. Il était le médecin privé de la famille Mercer depuis 20 ans, assez longtemps pour savoir qu'il ne devait pas poser de questions et qu'il devait toujours garder le silence sur ce qu'il voyait. Ren avait été informée de la visite prénatale de routine la veille et s'y était préparée comme elle se serait préparée pour une réunion de travail. Il ne s'agissait que d'une procédure médicale, rien de plus. Elle portait des vêtements confortables et s'apprêtait à descendre dans le salon où le docteur Callahan avait installé son équipement lorsqu'on frappa à sa porte. Killian se tenait dans le couloir, toujours vêtu de son habituel costume noir. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une hésitation que Ren n'avait jamais vue chez cet homme. Puis-je entrer pour l'échographie? Cette question fit se figer Ren pendant un instant. Elle ne s'attendait pas à ce que Killian veuille participer à cela. Elle avait imaginé qu'il ne se soucierait que du résultat final, à savoir si le bébé était en bonne santé, si tout allait bien. Elle n'avait pas pensé qu'il voudrait être là pour assister à chaque étape du processus. Mais il demandait, il n'ordonnait pas, il n'exigeait pas, il demandait, et cela lui rendait impossible de refuser. Elle acquiesça sans rien dire, et ils descendirent ensemble dans le salon, qui avait été transformé en salle d'examen temporaire. Le docteur Callahan ne sembla pas surpris de voir Killian avec elle. Il se contenta de hocher la tête en guise de salut et guida Ren pour qu'elle s'allonge sur le divan, recouvert d'une serviette blanche. Ren souleva son T-shirt pour exposer son ventre, qui commençait à s'arrondir légèrement, et elle se sentit troublée lorsqu'elle réalisa que Killian la regardait, non pas d'un œil critique ou scrutateur, mais avec une intense concentration, comme s'il essayait de mémoriser chaque seconde. Du gel froid fut étalé sur son ventre, et le docteur Callahan commença à déplacer la sonde échographique. Le petit écran à côté d'eux s'alluma. Au début, il n'y avait que des formes floues, en noir et blanc, qui ne signifiaient rien. Puis le médecin ajusta l'angle, et soudain, l'image devint plus nette. Ren le vit. Une petite tête, deux petits bras qui bougeaient, de petites jambes repliées comme si elles étaient recroquevillées dans l'espace chaud de son utérus. Son bébé, leur bébé. C'était réel. Il était là, vivant, grandissant en elle. Puis le docteur Callahan appuya sur un bouton et la pièce se remplit de bruit. Le battement du cœur du fœtus, rapide, régulier, puissant, comme des sabots au galop, comme un battement de tambour, comme la preuve indéniable d'une nouvelle vie en train de prendre forme. Ren se tourna vers Killian, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. L'homme qui avait tué des dizaines de personnes de ses propres mains, l'homme que toute la ville de Boston craignait, se tenait immobile comme une statue. Ses yeux gris acier étaient rivés sur l'écran, et dans la pénombre de la pièce, Ren pouvait clairement voir le contour de ses yeux rougir. Killian ne dit pas un mot. Il leva seulement la main et toucha légèrement l'écran où l'image du bébé était affichée. Son doigt tremblait d'une manière que Ren n'aurait jamais cru possible chez quelqu'un comme lui.
Ils restèrent ainsi pendant un long moment, écoutant les battements du cœur résonner dans la pièce, jusqu'à ce que le docteur Callahan termine l'examen et commence à ranger son matériel. Il dit que tout semblait normal. Le bébé se développait bien et il les reverrait dans 4 semaines. Puis il partit. La pièce redevint silencieuse, ne laissant que Wren et Killian. Elle était sur le point de s'asseoir lorsque Killian prit la parole, la voix rauque comme s'il essayait de retenir quelque chose. Il n'avait pas assisté à la première échographie de Rose. Il s'était dit que le travail était plus important, qu'il pourrait regarder les résultats plus tard, que Catherine comprendrait. Wren resta immobile, écoutant, n'osant pas l'interrompre. Il avait manqué ce moment et il l'avait regretté pendant 7 ans. Killian se tourna vers elle et, dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la sincérité, de la douleur, de la détermination. Il n'allait pas refaire cette erreur. Pas avec ce bébé. Et à ce moment-là, Wren comprit quelque chose qu'elle avait délibérément refusé d'affronter pendant un mois. Sous l'apparence froide et impitoyable du chef de la mafia se cachait un père qui essayait de réparer ses regrets passés, qui essayait de devenir meilleur pour ses enfants. Peut-être n'était-il pas seulement un monstre. Peut-être, juste peut-être, était-il aussi humain. Les rumeurs dans le milieu se propagent plus vite qu'un feu de forêt. En quelques semaines seulement, tous les chefs de Boston à New York avaient entendu dire que la comptable de Mercer vivait dans son domaine et qu'elle était enceinte. Personne ne savait exactement quelle était leur relation. Mais cela n'avait pas d'importance. Dans ce monde, la vérité importait moins que ce que les gens voulaient croire. Et les gens voulaient croire que Killian Mercer, le patron le plus froid de Boston, avait enfin trouvé une faiblesse. La réunion se tenait dans un restaurant italien situé dans le quartier neutre, un endroit où, selon une règle tacite, personne ne portait d'armes et personne ne déclenchait de guerre. Il s'agissait de la réunion trimestrielle des dirigeants des plus grandes organisations du Nord-Est, au cours de laquelle ils se répartissaient les territoires, réglaient les différends et s'assuraient que le sang ne coulait pas inutilement. Killian entra avec Declan, son jeune frère. Declan Mercer avait 5 ans de moins que lui, mais il était le bras droit de Killian depuis 10 ans. Il n'avait pas l'air aussi effrayant que Killian, avec son sourire facile et son attitude détendue, mais tous ceux qui avaient sous-estimé Declan avaient payé cher leur erreur. La salle VIP comptait déjà 4 autres hommes assis autour d'une table ronde. Marco Benedetti de Providence, Hector Salazar de New York, Tommy Flanagan du sud de Boston et assis en face de Killian, Nikolai Vulov. Vulov était le chef du gang russe qui contrôlait la plupart des activités de contrebande dans le port de Boston. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux argentés coupés courts et des yeux aussi froids que la glace sibérienne. Lui et Killian étaient ennemis bien avant que Killian n'hérite de l'empire de son père, et l'hostilité entre eux n'avait fait que s'intensifier avec le temps. La réunion commença normalement, avec des rapports sur les opérations commerciales et la signature de petits accords, mais Wren pouvait sentir la tension dans l'air dès le début, et elle avait raison de s'inquiéter. Lorsque la partie officielle de la réunion prit fin et que l'alcool fut servi, Vulov se pencha en avant. Un sourire malveillant se dessina sur son visage anguleux. Il avait entendu dire que Mercer gardait une femme enceinte dans son lit. Le grand Killian Mercer, terrassé par une femme. Ton père serait dégoûté s'il était encore en vie pour voir cela. La pièce se figea. Toutes les conversations s'interrompirent. Les autres patrons se retournèrent pour regarder, certains avec curiosité, d'autres avec inquiétude, sachant que ces mots pouvaient déclencher une guerre. Killian se leva lentement, ses mouvements contrôlés, mais portant une menace claire. Sa main se dirigea instinctivement vers sa ceinture, là où se trouvait habituellement son arme, avant qu'il ne se souvienne que, selon les règles, il n'était pas autorisé à apporter une arme ici. Mais cela ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas tuer Vulov de ses propres mains, juste à cette table. Declan se leva immédiatement et posa une main sur l'épaule de son frère, avec juste assez de force pour l'arrêter. « Pas d'ici. Pas comme ça. Il veut que tu perdes ton sang-froid. » La voix de Declan était basse et pressante, juste assez forte pour que Killian l'entende. Vulov éclata de rire, le son résonnant dans la pièce comme le cri d'un corbeau. « Tu devrais écouter ton petit frère, Killian. Ce gamin est intelligent. Plus intelligent que toi. » Killian ne bougea pas, mais ses yeux gris fixèrent Vulov avec une promesse silencieuse de violence.
Quand il parla, sa voix était d'un calme terrifiant. Souviens-toi de cette soirée, Vulov, car je ne l'oublierai pas. La réunion prit fin peu après. L'atmosphère était si tendue qu'il était difficile de respirer. Les autres patrons partirent rapidement, aucun d'entre eux ne voulant se retrouver pris au milieu quand la bombe exploserait. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Declan fut le premier à rompre le silence. Il te teste, il cherche une faiblesse. La femme et le bébé. Maintenant, ils sont une cible. Killian ne répondit pas, mais il serra les mâchoires si fort que Declan pouvait voir les muscles se contracter sous la peau. Vulov n'attaquera pas de front. Declan poursuivit d'une voix grave. Il détruit d'abord ce que tu aimes. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est ce qu'il a fait avec Catherine. Ce nom a glacé l'atmosphère dans la voiture. C'était la première fois depuis des années que Declan prononçait le nom de Catherine devant Killian. Mais il devait le faire. Il devait s'assurer que Killian comprenne la gravité de la situation. Killian resta silencieux pendant un long moment, le regard fixé sur la nuit qui défilait derrière la vitre. Quand il finit par parler, sa voix était froide comme l'acier. Renforcer la sécurité du domaine. Doubler le nombre de gardes et appeler Finn O'Brien. Je veux qu'il soit le garde du corps personnel de Ren 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle ne doit pas quitter son champ de vision. Declan acquiesça, s'attendant à cet ordre. Et elle est. Allez-vous lui dire? Killian secoua la tête. Pas encore. Elle est enceinte. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour tout ça. Je m'occuperai de Vulov à ma façon. Quand je le ferai, il regrettera d'avoir ouvert la bouche ce soir. Declan ne dit rien de plus. Il connaissait ce ton dans la voix de Killian. C'était la voix d'un homme qui préparait une guerre, et seul Dieu savait qui serait encore debout à la fin. Cet après-midi-là commença paisiblement, comme tous les autres jours. Ren était assise dans le salon avec Rosie, écoutant la petite fille lire un livre sur les lunes de Jupiter, lorsque des cris provenant du portail du domaine vinrent briser le silence. Finn O'Brien, le nouveau garde du corps chargé de la protéger 24 heures sur 24, se leva immédiatement et lui fit signe de rester où elle était. Mais Ren entendit clairement cette voix, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 8 ans, mais qu'elle reconnaissait encore instantanément. « Dis à ma sœur que sa famille est là. Je sais qu'elle est là. Clarissa. » Ren se leva, dit à Rosie de rester avec Madame Brennan, la gouvernante, puis se dirigea rapidement vers le portail avant que Finn ne puisse l'arrêter. Elle ne voulait pas que Killian soit au courant. Elle ne voulait pas qu'il ait à gérer un autre problème causé par sa famille. Il en savait déjà trop. Devant le grand portail en fer se tenait une femme que Ren faillit ne pas reconnaître. Clarissa Harper, sa sœur aînée, avait autrefois été la plus belle de la famille, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus vifs hérités de leur père. Mais la femme qui se tenait devant elle maintenant ressemblait à une version ravagée de ce souvenir. Les vêtements qu'elle portait étaient clairement de marque, mais froissés et sales, comme si elle les portait depuis des jours. Ses cheveux blonds étaient désormais cassants et ébouriffés, et de profondes cernes assombrissaient ses yeux qui avaient autrefois brillé. Clarissa était en très mauvaise posture, et Ren n'avait pas besoin d'être un génie pour comprendre pourquoi sa sœur était revenue ici après toutes ces années de silence. Un garde ouvrit le portail juste assez pour que Ren puisse sortir, mais pas assez pour laisser entrer Clarissa. Les sœurs se faisaient une face à quelques pas l'une de l'autre, et Ren pouvait sentir une légère odeur d'alcool dans l'haleine de Clarissa. « Regarde, ma petite sœur, ricana Clarissa, la voix empreinte d'amertume. J'ai entendu dire que tu couchais avec ton patron maintenant, que tu vivais dans son manoir pendant que je me battais pour survivre. » Ren ne dit rien, se contentant de rester là, les mains posées de manière protectrice sur son ventre de femme enceinte qui commençait à se voir. « Tu me dois quelque chose, Ren. » Clarissa s'approcha, son regard glissant vers la propriété derrière Ren avec une avidité non dissimulée. « J'ai supporté les années de saloperie de maman pendant que tu travaillais comme une esclave comptable pour eux. Maintenant, tu as tout et je n'ai rien. Tu dois partager. »« Je ne te dois rien, Clarissa, » répondit Ren, d'une voix plus calme qu'elle ne l'aurait cru. Clarissa éclata d'un rire strident et dément. « Tu ne me dois rien. Tu veux entendre un secret, petite sœur? » Elle pencha la tête, son sourire se transformant en quelque chose de venimeux et satisfait. « Maman ne t'a pas seulement vendu. Elle m'a d'abord proposé. » Le cœur de Ren s'arrêta de battre. Elle resta plantée là,
comme enraciné au sol, tandis que Clarissa continuait avec le plaisir de quelqu'un qui savoure la douleur d'autrui. Mais je me suis enfui. Je suis parti. Et tu es resté parce que tu étais trop faible, trop pathétique pour te défendre. Tu as toujours été celle qu'elle pouvait contrôler. Ces mots transpercèrent Ren comme des couteaux. Pendant 8 ans, elle s'était dit qu'elle n'avait pas le choix, que sa mère l'avait vendue parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, que c'était le destin, les circonstances, tout sauf la vérité qu'elle aurait pu refuser, qu'elle aurait pu s'enfuir comme Clarissa l'avait fait. Mais elle ne l'avait pas fait, elle était restée. Tu as toujours été une gentille petite fille, n'est-ce pas? Clarissa continua, chaque mot comme une gifle sur le visage de Ren. Tu as toujours fait ce que les autres te disaient de faire, sans jamais oser te défendre. Et maintenant, tu penses pouvoir te tenir ici, dans le manoir d'un parrain de la mafia, et prétendre que tu es meilleur que moi. Ren ouvrit la bouche pour répondre, mais une autre voix s'éleva derrière elle. Si cette femme s'approche à moins de 30 mètres de cette propriété, cassez-lui les 2 jambes. Ren se retourna et vit Killian debout juste derrière elle, ses yeux gris aussi froids que l'hiver fixé sur Clarissa. Elle ne savait pas depuis combien de temps il était là, ni tout ce qu'il avait entendu, mais un seul regard sur son visage lui suffit pour comprendre qu'il avait tout entendu. Clarissa recula d'un pas, la peur se manifestant pour la première fois depuis son arrivée. Elle regarda Killian, puis Ren, puis les gardes qui s'approchaient. « Tu vas le regretter, Ren », cria-t-elle en s'éloignant précipitamment. « Le sang ne s'oublie pas. » Ren resta là, regardant la silhouette de sa sœur disparaître au bout de l'allée sans savoir ce qu'elle était censée ressentir. De la honte que Killian ait appris la vérité, qu'elle avait été trop faible pour se libérer, ou du soulagement de ne pas avoir à affronter seule le fantôme de son passé cette fois-ci, 2 semaines après l'incident avec Clarissa, juste au moment où Ren commençait à penser que les fantômes de son passé avaient peut-être enfin cessé de la hanter. La dernière femme qu'elle aurait voulu voir apparut aux portes du domaine Mercer. Margaret Harper se tenait là, ivre et hurlant comme une folle, attirant l'attention des riches voisins qui faisaient leur promenade de l'après-midi dans les rues tranquilles de Beacon Hill. « Je veux voir ma fille. Laissez-moi entrer pour voir ma fille. Je suis sa mère. » Sa voix était rauque à cause de l'alcool et des larmes, résonnant dans le quartier huppé comme une tache sur sa perfection polie. Ren était au 2e étage lorsqu'elle entendit le tumulte et son cœur se serra comme une pierre. Elle reconnut cette voix instantanément, même après 8 ans. C'était la voix des nuits enfermées dans le sous-sol, des coups quand sa mère était ivre, du jour où elle avait été vendue comme une marchandise pour rembourser une dette. Killian apparut à ses côtés avant qu'elle n'ait pu bouger, le visage froid alors qu'il regardait par la fenêtre la femme qui semait le chaos en bas. Pour éviter d'attirer davantage l'attention, il ordonna aux gardes de faire entrer Margaret, mais uniquement dans le salon Est, où des caméras surveillaient chaque recoin. Ren voulait refuser, voulait dire à Killian de mettre la femme à la porte, qu'elle n'avait rien à lui dire. Mais une partie d'elle, la partie de la fillette de 12 ans qui avait toujours soif de l'amour de sa mère, la poussa à descendre les escaliers et à entrer dans le salon. Margaret Harper avait l'air encore plus mal en point que Clarissa. Elle était si maigre que ses pommettes ressortaient sous sa peau cendrée. Ses cheveux, autrefois d'un brun brillant, étaient désormais striés de gris et emmêlés. Ses yeux rougis par l'alcool et les larmes fixaient Ren avec quelque chose que Ren aurait presque pris pour du regret. « Ma fille !» Margaret fondit en larmes dès que Ren entra, se levant comme pour se précipiter vers elle et la serrer dans ses bras, mais s'arrêtant net lorsque Finn O'Brien lui barra le chemin. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je suis malade. Tu comprends? L'alcool me fait faire des choses que je ne veux pas faire. Je ne savais pas ce que je faisais. » Ren se tenait à quelques pas, les mains protectrices sur son ventre, désormais indéniablement rond à 22 semaines. Elle ne dit rien, se contentant d'écouter. « Je veux juste tout arranger », continua Margaret, les larmes coulant sur son visage ridé. « Pardonne-moi, s'il te plaît. Donne-moi une chance de faire à nouveau partie de ta vie. J'ai changé. Je te jure que j'ai changé. » Et pendant un bref instant, Ren faillit la croire. Après tout, c'était sa mère, sa chair et son sang. Peut-être le regrettait-elle vraiment. Peut-être qu'après 8 ans, elle avait enfin compris ce qu'elle avait fait. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait encore une chance pour Ren d'avoir quelque chose qui ressemblait à une famille.
Mais dans une autre pièce du domaine, Killian observait tout grâce à la caméra, et ses yeux gris perçants voyaient ce que Ren ne pouvait pas voir de là où elle se trouvait. Margaret ne cessait de jeter des coups d'œil au sac à main posé sur ses genoux. Sa main bougeait d'une manière étrange et peu naturelle, comme si elle ajustait quelque chose à l'intérieur. Ce n'était pas le mouvement de quelqu'un submergé par l'émotion. C'était le mouvement de quelqu'un qui essayait de s'assurer que quelque chose fonctionnait correctement. Vérifiez son sac maintenant. Killian donna l'ordre par radio et en quelques secondes, Finn arracha le sac à main des mains de Margaret. Elle protesta en criant, mais il était trop tard. À l'intérieur du sac, un téléphone enregistrait une vidéo capturant chaque angle de la pièce, chaque détail du mobilier, la position des portes, tous les systèmes de sécurité visibles. Qui vous a envoyé ici? La voix de Killian retentit depuis l'embrasure de la porte du salon alors qu'il entrait. Froide comme un hiver à Boston, Margaret se figea, et ses yeux rouges et larmoyants brillèrent alors d'une lueur tout à fait différente du regret qu'elle avait feint. Calcul, malice, vérité, vol. Elle finit par l'admettre, sa voix ne tremblant plus et ne baignant plus dans les larmes. Il m'a payé 50 000 $ pour obtenir des informations sur cette maison. La sécurité, les horaires, les points faibles. Ren eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Elle fixa la femme qui lui avait donné la vie, la femme qu'une partie d'elle espérait encore pouvoir l'aimer, et elle vit le dernier masque tomber. Margaret se tourna vers elle et le sourire sur sa bouche était si froid qu'il fit frissonner Ren. « Tu crois que je voulais te garder? Tu as toujours été un fardeau, tout comme ton père. Au moins, maintenant, tu as enfin de la valeur pour quelqu'un. » Ces mots ne blessèrent pas Ren comme elle s'y attendait. Peut-être parce qu'elle connaissait la vérité depuis longtemps et qu'elle ne voulait tout simplement pas l'admettre. Peut-être parce qu'après 8 ans, elle n'avait plus de larmes à verser pour cette femme. Peut-être parce que maintenant, debout dans ce domaine, avec un enfant qui grandissait en elle, elle réalisait qu'elle n'avait plus besoin de l'approbation de Margaret Harper. Killian s'approcha d'elle, la voix basse, s'adressant uniquement à eux deux. « Que veux-tu que je fasse d'elle? » Ren regarda sa mère une dernière fois. La femme qui l'avait vendue, battue, enfermée dans l'obscurité et qui l'avait maintenant trahi à nouveau pour de l'argent. Elle ne ressentait ni colère ni chagrin. Elle ne ressentait qu'un vide, comme si le dernier lien qui la reliait au passé venait d'être rompu. « Assure-toi qu'elle ne me retrouve jamais », dit Ren d'une voix froide qu'elle-même ne reconnaissait pas. Peu importe comment. Margaret fut emmenée cette nuit-là. Personne ne demanda où elle était partie, et Ren ne demanda pas ce que Killian avait fait. Elle n'était pas morte. Ren le savait, car Killian avait promis qu'elle déciderait. Mais Margaret Harper ne réapparaîtrait plus jamais dans sa vie. Et lorsque la porte se referma derrière la femme qui lui avait donné la vie, Ren ne pleura pas. Elle avait versé toutes ses larmes pour cette femme il y a longtemps, dans les nuits où elle avait été enfermée dans un sous-sol plongé dans l'obscurité totale, alors qu'elle n'avait que 12 ans et ne comprenait pas pourquoi sa mère la détestait autant. Cette nuit-là, Ren ne parvint pas à dormir. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond dans la faible lueur de la veilleuse en forme d'étoile que Rosie lui avait offerte, et les paroles de Margaret résonnaient dans son esprit comme un disque rayé qui tournait en boucle. « Tu as toujours été un fardeau, tout comme ton père. » Elle pensait ne plus être blessée par cette femme. Elle se trompait. Vers 2 heures du matin, elle renonça à essayer de dormir et descendit à la bibliothèque. La pièce était plongée dans l'obscurité. Seul le clair de lune filtrait à travers les hautes fenêtres et dessinait des bandes argentées sur le parquet. Elle n'alluma pas la lumière. Elle s'enfonça simplement dans le fauteuil près de la fenêtre et regarda le ciel nocturne, se demandant quelle étoile était celle où vivait son père, si Rosie avait raison au sujet des morts vivants parmi les étoiles. Elle n'entendit pas de pas, mais elle sentit sa présence avant qu'il ne parle. Killian entra dans la bibliothèque comme une ombre. Il n'alluma pas la lumière, se dirigea simplement vers le fauteuil en face d'elle et s'assit. Dans l'obscurité, elle ne distinguait que les contours de son visage. Le clair de lune se reflétait dans ses yeux gris comme 2 éclats de verre brisé. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Aucun d'eux ne ressentait le besoin de parler. Parfois, la simple présence d'une autre personne suffit. Parfois, savoir que l'on n'est pas seul dans le noir est tout ce dont on a besoin. Puis Killian prit la parole, d'une voix basse et lointaine, comme s'il se parlait à lui-même plutôt qu'à elle.
Elle était infirmière dans une clinique gratuite du centre-ville. Elle ne savait pas qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés. Ren n'avait pas besoin de demander de qui il parlait. Elle connaissait Catherine, la femme qui vivait parmi les étoiles. La mère à qui Rosie parlait tous les soirs. La femme que Killian avait perdue. Quand elle l'avait découvert, elle était déjà enceinte de Rosie. Killian continua d'une voix calme, comme s'il racontait un triste conte de fées. Elle a essayé de partir. Je ne l'ai pas laissé faire. Je me suis dit que je la protégeais, mais j'étais simplement égoïste. Je ne pouvais pas la laisser partir. Ren écouta sans l'interrompre. Elle comprenait que Killian avait besoin de dire cela, peut-être pour la première fois depuis des années, et elle n'allait pas lui enlever ça. La nuit où elle est morte, la voix de Killian s'est affaiblie, et dans l'obscurité, Ren pouvait voir ses épaules se raidir, comme s'il luttait contre le poids du souvenir. Volov a envoyé des hommes dans la maison. Il a appelé ça un message. Ce nom a glacé le sang de Ren. Volkov, l'homme qui avait provoqué Killian lors de la réunion. L'homme qui avait payé sa mère pour espionner cette maison. Et maintenant, elle savait. L'homme qui avait tué Catherine. Catherine essayait de faire sortir Rosie par la porte arrière. Killian continua. Chaque mot lui était arraché comme par la force. Ils l'ont attrapé à la porte. Je l'ai trouvé par terre, serrant Rosie dans ses bras. Il y avait du sang partout. Elle avait utilisé son propre corps pour protéger notre fille. Ren sentit les larmes monter, mais elle les retint. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment d'écouter. Ses derniers mots avaient été « Protège-la, promets-le-moi ». La voix de Killian s'était brisée sur la dernière phrase, et Ren avait entendu 6 années de douleur dans ce son. C'était la blessure qu'il avait gardée cachée, enfouie sous son apparence froide et impitoyable. C'était pour cela qu'il était devenu le monstre que craignait le monde souterrain. « Elle est morte en croyant que je ne pouvais pas la protéger », dit Killian, la voix réduite à un murmure blessé. Et elle avait raison. Ren ne dit pas qu'elle était désolée. Elle savait que ces mots seraient vides de sens, creux, incapables de changer quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle dit ce qu'elle croyait vraiment. Elle est morte en se battant pour sa fille. Ce n'était pas un échec, c'était la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Un silence s'installa après cela. Puis Killian se leva, traversa l'espace qui les séparait et s'assit à côté d'elle. À la pâle lumière de la lune, elle pouvait maintenant voir son visage plus clairement, ses traits anguleux, la légère cicatrice sur son menton et ses yeux qui la regardaient avec quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Il leva la main et lui caressa la joue, et Ren réalisa qu'elle retenait son souffle. Sa paume était chaude et rugueuse, la main d'un homme qui avait fait des choses terribles, mais aussi la main qui tenait sa fille chaque nuit et qui avait laissé un pot de crème cicatrisante sur la coiffeuse de Ren sans avoir besoin d'explication. Le baiser vint lentement, pas comme cette nuit à New York où tout avait été frénétique et désespéré. Cette fois, sa bouche rencontra la sienne doucement, tendrement, empreinte à la fois de chagrin et d'espoir. Ren sentit enfin ses larmes couler. Non pas de tristesse, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. Killian s'écarta, son front reposant contre le sien, son souffle chaud effleurant ses lèvres. « Je ne veux pas que tu te sentes piégé, » murmura-t-il. Cela ne fait partie d'aucun accord. Ren ouvrit les yeux et regarda les yeux gris à quelques centimètres des siens. « Je sais, » murmura-t-elle en retour. « C'est pour ça que je suis encore là. » Les semaines qui suivirent passèrent comme un rêve que Ren n'osait croire réel. Après cette nuit à la bibliothèque, toutes entre elle et Killian avaient changé d'une manière qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. Il n'y eut pas de grandes déclarations, pas de promesses, seulement de petits changements qu'elle remarqua jour après jour. Killian commença à rentrer plus tôt à la maison, ne disparaissant plus de l'aube jusqu'à minuit comme il le faisait auparavant. Il arrivait à l'heure pour le dîner, s'asseyait à table avec Rosie et Ren et écoutait sa fille parler de l'école et des nouveaux livres d'astronomie qu'elle avait trouvés. Parfois, lorsque Rosie expliquait avec enthousiasme une constellation, Ren surprenait le regard de Killian posé sur elle de l'autre côté de la table, et elle devait détourner les yeux, craignant qu'il ne voie la chaleur monter à ses joues. De petits moments ont commencé à s'accumuler, comme des gouttes d'eau tombant dans un bocal vide. L'après-midi, Ren a appris à Rosie à faire des biscuits dans la grande cuisine du domaine. Et lorsqu'elle s'est retournée, elle a vu Killian appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés sur la poitrine,
les regardant toutes les deux avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Il n'a rien dit, il est resté là à les observer, mais sa présence réchauffait la cuisine plus que n'importe quel four ne pourrait le faire. La nuit, Killian se mit à s'allonger à côté d'elle. Non par exigence ni par désir, mais simplement parce qu'il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Il restait allongé dans le noir, une main posée légèrement sur son ventre. Désormais indéniablement rond, Ren s'endormait, enveloppée par sa chaleur comme par une couverture protectrice. Une nuit, vers 3 heures du matin, Ren fut réveillée par un murmure. Elle resta immobile, les yeux fermés, à l'écoute. Killian parlait à son ventre, d'une voix basse et douce comme elle ne l'avait jamais entendue auparavant. Ta sœur Rosie te parlera probablement des étoiles jusqu'à ce que tu en aies marre. Et ta mère est la femme la plus forte que ton père ait jamais rencontrée. Ren fit semblant de dormir, mais ses larmes imprégnaient silencieusement l'oreiller. Mais cette paix ne dura pas. À la 25e semaine, l'obscurité au-delà des murs du domaine Mercer leur rappela que le monde réel les attendait toujours. Ce matin-là, Finn O'Brien fut retrouvé inconscient devant les grilles du domaine. Il avait été sauvagement battu, son visage était tellement enflé qu'il était presque méconnaissable. Ses côtes étaient cassées, mais il était toujours en vie. Cette attaque n'avait pas pour but de le tuer. C'était un message. Sur le corps de Finn se trouvait un petit mot, écrit d'une écriture soignée et précise. Je peux atteindre n'importe qui, n'importe où. Vie. Et avec ce mot, il y avait 3 photos. Ren dans le jardin du domaine, la main sur son ventre de femme enceinte, Ren debout à la fenêtre de la chambre. Ren montant et descendant d'une voiture avec Finn à ses côtés. Vulov l'avait observé à l'intérieur même de la maison, qu'elle considérait comme l'endroit le plus sûr au monde. Killian est presque devenu fou quand il a vu ces photos. Ren ne l'avait jamais vu perdre ainsi son sang-froid, fracassant le bureau de son bureau, criant des ordres à ses hommes pour qu'ils préparent une attaque. Il voulait du sang. Il voulait brûler tout ce que Vulov possédait. Il voulait en finir immédiatement. C'est Declan qui l'en a empêché, se tenant dans l'embrasure de la porte, le visage sombre. C'est ce qu'il veut. Il vous attire dans une guerre à laquelle vous n'êtes pas prêt. Ne laisse pas la colère te contrôler. Pas maintenant. Ren savait ce qui s'était passé. Et cette nuit-là, elle alla voir Killian alors qu'il se tenait seul dans le bureau en ruine, regardant par la fenêtre, les yeux remplis de tempête. « Je te mets en danger, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Peut-être que je devrais. » Killian se retourna, l'interrompant d'un regard féroce. « Ne dis pas que tu devrais partir. Tu n'es pas le danger. Tu es ce que je me bats pour protéger. » Ils se tenaient face à face dans la pièce sombre, et Ren sentit quelque chose se briser en elle. Tous les murs qu'elle avait construits, toutes les défenses qu'elle avait érigées pour se protéger, s'effondrèrent à cet instant. « Je dois te dire quelque chose, » murmura-t-elle, la voix tremblante, non pas parce qu'elle craignait Vulov, mais parce qu'elle craignait ce qu'elle s'apprêtait à avouer. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, et cela m'effraie plus que Vulov. » Killian ne bougea pas, il resta là à l'écouter. Et Ren continua, les mots jaillissant comme un barrage qui cède. « Tous ceux qui auraient dû m'aimer m'ont trahi, abandonné ou utilisé. Pour moi, l'amour a toujours été synonyme de souffrance. » Killian s'approcha, et lorsqu'il prit la parole, sa voix était grave et assurée. « Je ne peux pas te promettre que je ne te ferai pas de mal. Dans cette vie, la douleur est inévitable. » Il leva la main et lui releva le menton, l'obligeant à le regarder dans les yeux. « Mais je peux te promettre que je réduirai cette ville en cendres avant de laisser quelqu'un d'autre te faire du mal. » La 27e semaine marquait le début du 7e mois de grossesse, et le ventre de Ren avait tellement grossi qu'elle devait se déplacer plus lentement, se reposer plus souvent et accepter que son corps ne lui appartenait plus entièrement. Ce soir-là, elle était assise sur le lit en train de lire lorsque la porte de la chambre s'ouvrit brusquement et que Rosie se précipita comme un petit tourbillon. Elle tenait un dessin dans sa main et ses yeux brillaient comme les étoiles qu'elle aimait tant. « J'ai fait ça pour toi, pour nous tous. » Rosie sauta sur le lit à côté de Ren et lui mit le dessin dans les mains avec une fierté non dissimulée. Ren baissa les yeux vers le dessin et sentit sa gorge se serrer. C'était un dessin au crayon, avec les lignes tordues typiques d'une enfant de 7 ans, mais le sens derrière était si clair qu'il en était douloureux. 4 personnes se tenaient côte à côte sur une parcelle d'herbe verte. Le plus grand était Killian, vêtu d'un costume noir.
Son visage était dessiné avec une expression sévère, mais un petit sourire se dessinait au coin de sa bouche. À côté de lui se trouvait Wren, avec de longs cheveux bruns et un gros ventre rond de couleur rose. Rosie s'était dessinée plus petite, debout à côté de Wren, tenant un télescope violet. Et à l'intérieur du ventre de Wren, visible comme à travers la vision au rayon X d'un enfant, se trouvait un petit bébé recroquevillé, les yeux fermés. Mais ce qui fit lever la main de Wren à sa bouche pour retenir un sanglot, c'était la grande étoile dessinée dans le coin supérieur de l'image. L'étoile avait un visage souriant et en dessous un mot griffonné. « Maman, voici notre famille », expliqua Rosie d'une voix joyeuse et fière. « Je l'ai dessiné pour que le bébé sache qui nous sommes quand il naîtra. Et là, c'est maman qui nous regarde depuis le ciel. J'ai parlé de toi et du bébé à maman. Elle a dit qu'elle était heureuse. » Wren ne put se retenir plus longtemps. Elle prit Rosie dans ses bras, serra la petite fille contre elle et laissa ses larmes couler librement. Elle ne pleurait pas de tristesse, mais parce qu'une enfant de 7 ans avait vu ce que Wren n'avait pas osé espérer. Une famille. « Comment sais-tu que maman est heureuse, ma chérie ?» demanda Wren lorsqu'elle put enfin parler, la voix encore étranglée. « Parce que je lui ai demandé hier soir, et l'étoile de maman a clignoté 2 fois, » répondit Rosie comme si c'était la chose la plus évidente au monde. 2 clignements, ça veut dire oui. Wren la serra plus fort dans ses bras et, par-dessus l'épaule de Rosie, elle vit Killian debout dans l'embrasure de la porte. Elle ne savait pas depuis combien de temps il était là, ni ce qu'il avait entendu. Son visage ne trahissait aucune émotion, toujours revêtu de ce masque froid familier, mais sa main agrippait le cadre de la porte si fort que ses jointures étaient blanches, et Wren pouvait voir sa mâchoire serrée comme s'il retenait quelque chose de fondre en larmes. Rosie fut ensuite bordée dans son lit avec la promesse que le dessin serait accroché dans la chambre du bébé. Une fois la petite fille endormie et le calme revenu dans la maison, Killian entra dans la chambre de Wren et referma la porte derrière lui. Il resta là un moment, silencieux, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il parla, d'une voix grave que Wren n'avait jamais entendue auparavant. « Je t'aime, Wren. J'ai été trop lâche pour te le dire. » Wren ne bougea pas, se contentant de le regarder, dans l'attente. La dernière fois que j'ai prononcé ces mots, je l'ai perdu le soir même. Killian continua, chaque mot semblant sortir du plus profond de lui-même. Je pensais que si je te le disais, si je l'admettais, je te perdrais comme j'avais perdu Catherine. Wren se leva, s'approcha de lui et leva la main pour toucher le visage de l'homme qui avait gardé son cœur gelé pendant 6 ans, parce qu'il avait peur qu'il ne se brise à nouveau. « Alors nous prouverons que cette malédiction est fausse, murmura-t-elle. Ensemble. » Killian la regarda et, dans ses yeux gris, Wren vit tout ce qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. La peur, l'espoir, l'amour et l'abandon total. Il se pencha pour l'embrasser. Et ce baiser était différent de tous les autres. Ce n'était plus du réconfort ou du chagrin. C'était une promesse. Et cette nuit-là, pour la première fois, il n'y avait plus aucune distance entre eux. 2 semaines après cette nuit-là, la vie au sein du domaine Mercer semblait avoir trouvé un rythme étrangement paisible. Il n'y avait plus de menaces de la part de Vulov. Aucun fantôme du passé de Wren n'apparaissait aux portes, et tout était si calme que cela en devenait presque suspect. Killian restait sur ses gardes et renforçait la sécurité autour de la propriété. Mais une partie de lui commençait à penser que Volkov attendait peut-être un autre moment. Peut-être avait-il réalisé qu'attaquer la famille Mercer ne valait pas le prix à payer. Il se trompait. Ce mardi après-midi commença comme tous les autres. Rosie se rendit à l'école avec 2 nouveaux gardes assignés à sa protection, Finn étant encore en convalescence après avoir été battu par Vulov. Wren travaillait dans son bureau privé, son ventre à 28 semaines de grossesse si gros qu'elle devait s'asseoir en retrait du bureau pour faire de la place au bébé qui grandissait en elle. Killian était dans son bureau à domicile, s'occupant des affaires de l'organisation, et tout était normal jusqu'à 15h47. Le téléphone de Killian sonna et l'identifiant de l'appelant était celui de l'école de Rosie. Il décrocha avec une pointe d'irritation, pensant que sa fille avait probablement oublié un livre ou qu'il y avait un petit problème à régler. Mais la voix à l'autre bout du fil fit se glacer le sang dans ses veines. « Monsieur Mercer, votre fille a été récupérée il y a 20 minutes par quelqu'un qui prétendait être votre chauffeur. Mais le vrai chauffeur vient d'arriver. » Killian ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit à la femme au bout du fil. Il ne se souvenait pas comment il avait mis fin à l'appel. Tout ce qu'il savait,
c'est que le monde autour de lui était soudainement devenu silencieux d'une manière qui lui faisait mal, et que son cœur s'était arrêté de battre pendant un instant avant de se mettre à marteler comme s'il voulait sortir de sa poitrine. 28 minutes plus tard, à 4h15, son téléphone a reçu une vidéo. Killian a appuyé sur Play d'un doigt tremblant, et ce qu'il a vu à l'écran a fait s'écrouler son monde. Rosie était assise sur une chaise dans une pièce sombre, les mains attachées derrière le dos, ses boucles brunes en bataille. Ses yeux gris, identiques aux siens, étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Mais elle essayait de ne plus pleurer. Ses lèvres étaient serrées, son menton tremblait légèrement. Quand elle parlait, sa voix tremblait, mais elle essayait d'être courageuse d'une manière qui brisa le cœur de Killian en 1000 morceaux. « Papa, les méchants m'ont dit que je devais te dire quelque chose. » Rosie déglutit, ses petits yeux fixés sur la caméra comme si elle pouvait le voir à travers. Ils ont dit, « Tu dois venir seul ou ils me feront du mal. Mais j'essaie d'être courageuse, papa, comme tu me l'as appris. » Puis Volov entra dans le cadre, se plaçant derrière Rosie avec son sourire venimeux familier. 24 heures. Merci, l'entrepôt du quai Sept. Viens seul. Abandonne ton territoire ou je te renverrai la fille en morceaux en commençant par ses doigts. La vidéo se termina et l'écran redevint noir. Killian resta immobile pendant quelques secondes, le regard perdu dans le vide. Puis un rugissement s'échappa du fond de sa gorge, tel le cri d'une bête blessée. Il jeta le téléphone contre le mur, puis se retourna vers le lourd bureau en chêne et le renversa dans un fracas qui fit trembler la pièce. Chaises, verres, livres. Tout ce qui se trouvait à sa portée fut détruit alors qu'il laissait libre cours à une rage incontrôlable. Du sang coulait des coupures sur ses mains alors que son poing s'écrasait sur le verre brisé. Mais il ne ressentait aucune douleur. Il ne ressentait rien d'autre que la fureur noire qui le brûlait de l'intérieur. Ren entendit le bruit et accourut aussi vite qu'elle le pouvait avec son ventre gonflé. Elle se tint dans l'embrasure de la porte du bureau saccagé, regarda Killian au milieu de la destruction, les mains ensanglantées et le regard sauvage, et elle comprit immédiatement. « Rosie !» Killian ne répondit pas, mais son regard suffisait. Ren sentit ses jambes fléchir et s'effondra sur le sol, les bras autour de son ventre, comme si elle pouvait protéger son enfant, un être de l'agonie qui la déchirait. « C'est ma faute, murmura-t-elle, les larmes coulant à flots. Il s'est servi de ma famille pour étudier ton point faible. Elle a disparu à cause de moi. » Killian traversa les décombres, s'agenouilla devant elle et lui saisit les épaules de ses mains ensanglantées, ses yeux gris rivés sur les siens, féroces et inébranlables. « Regarde-moi, ce n'est pas ta faute. C'est de Volov et je vais la ramener. » Il se leva, sortit de la pièce et appela Declan, qui courait déjà dans le couloir. « Appelle tout le monde, tous les soldats, tous les alliés, tous ceux qui nous doivent une faveur. Ce soir, nous mettons fin à tout ça. » Il se retourna vers Ren, et dans ses yeux, elle ne vit pas la colère d'un parrain de la mafia. Elle vit la détermination impitoyable d'un père prêt à brûler le monde pour sauver sa fille. « Je vais brûler tous les bâtiments qu'il possède, tuer tous les hommes qui le servent et ramener notre fille à la maison. » En moins de 2 heures, 50 hommes se rassemblèrent dans l'arrière-plan du domaine Mercer. C'étaient les combattants les plus fidèles de l'organisation, des hommes qui suivaient Killian depuis qu'il était le fils de l'ancien patron, et ils vinrent sans poser de questions. Quand le patron appelait, ils répondaient. Quand la fille du patron fut enlevée, ils étaient prêts à mourir. Killian se tenait dans le vestiaire, vêtu d'un gilet pare-balles sous une chemise noire. Il glissa un pistolet dans son étui à la hanche, un autre à la cheville, et enfila à sa ceinture le couteau qu'il gardait depuis le jour où son père était mort. Dans le miroir, il ne voyait pas l'homme qui avait réappris à aimer au cours des derniers mois. Il voyait le monstre que craignait le monde souterrain, le monstre prêt à se baigner dans le sang pour protéger ce qui lui appartenait. Ren apparut dans l'embrasure de la porte, le visage blême, mais les yeux pleins de détermination. Elle voulait l'accompagner. Killian se retourna, et sa réponse ne laissait aucune place à la négociation. Non. S'il lui arrivait quelque chose, ce bébé avait besoin d'au moins un parent. Ren ouvrit la bouche pour protester, mais Killian s'approcha, posa sa main sur son ventre de femme enceinte avec une douceur qui ne correspondait pas à son armure de tueur, et lui dit que Declan resterait avec elle et la protégerait de sa vie. Declan se tenait derrière eux et acquiesça,
lui qui souriait habituellement, il avait maintenant un air sérieux qu'elle ne lui avait jamais vu. Rien ne lui ferait de mal, jura-t-il. Ren regarda Killian, les larmes montant dans ses yeux bruns, et le supplia de revenir vers eux. Killian se pencha, embrassa son front, puis sa bouche, puis son ventre où leur enfant grandissait, et promit qu'il reviendrait parce qu'il avait trop de raisons de vivre maintenant. Cette nuit-là, le quartier des entrepôts du Pierre Sept était plongé dans l'obscurité et un Vlov faux, fragile et silencieux avait 40 hommes en garde. Il était certain que Killian viendrait seul comme demandé, car il ne mettrait pas en jeu la vie de sa fille. Il avait sous-estimé la cruauté d'un père désespéré. Killian ne vint pas seul. Il menait 50 hommes venus de 3 directions, inondant les entrepôts d'une marée de sang et de balles. Les coupes de feu ont retenti dans la nuit. Des cris, du verre brisé, le choc brutal de la chair et des os. Ce n'était pas une bataille. C'était un massacre. Killian est passé en premier, le pistolet à la main comme une extension de son bras. Il a tiré sans hésitation, sans pitié. Chaque balle a pris une vie. Il a abattu 15 des hommes armés de Vlov à lui seul, enjambant leur corps comme on enjambe des ordures dans la rue. Ce n'était pas Killian Mercer, l'homme qui avait dit aimer Ren dans l'obscurité. C'était une machine à tuer à la recherche de sa fille. Le sous-sol était le mieux gardé, mais cela ne l'arrêta pas. Il enfonça la porte en acier d'un coup de pied, abattit les 2 dernières gardes et se figea lorsqu'il vit Rosie. Elle était assise sur une chaise au milieu de la pièce en béton froid, les mains liées derrière le dos, la bouche recouverte de rubans adhésifs. Mais lorsque ses petits yeux gris aperçurent son père, ils s'illuminèrent à travers ses larmes. Killian courut vers elle, arracha le ruban adhésif, coupa les liens et la serra contre sa poitrine, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Parce qu'elle l'était. Il lui dit qu'il était là, elle était en sécurité maintenant. Rosie s'accrocha à son cou en sanglotant. Elle savait qu'il viendrait. Elle avait dit au méchant que son père était l'homme le plus fort du monde. Au même moment, au domaine Mercer, Declan vérifiait les fenêtres lorsqu'il remarqua quelque chose d'anormal. Des silhouettes sombres se déplaçaient dans le jardin, trop rapidement et de manière trop coordonnée pour être leur propre service de sécurité. Le plan de secours de Vlov. Si l'assaut de l'entrepôt échouait, il fallait frapper l'endroit où Killian avait laissé ce qui lui tenait le plus à cœur. 5 hommes armés firent une irruption par la porte arrière, et Declan n'eut que quelques secondes pour réagir. Il poussa Ren dans la pièce sécurisée, lui cria de verrouiller la porte, puis se retourna pour affronter seul les intrus. La première balle lui transperça l'épaule alors qu'il abattait le premier homme. Il serra les dents et continua à tirer, abattant le 2e, le 3e, le 4e. Le sang coulait le long de son bras, mais il ne s'arrêta pas. Le dernier est sorti d'un angle mort. Son arme était pointée directement vers la porte de la pièce sécurisée où Ren se cachait. Declan n'a pas réfléchi. Il s'est jeté dans la ligne de tir et la balle lui a déchiré l'abdomen au moment précis où le dernier garde encore debout est arrivé et a abattu l'attaquant. Declan s'est effondré sur le sol, le sang répandant des taches rouges sur sa chemise blanche. Ren sortit précipitamment de la pièce sécurisée, tomba à genoux à côté de lui et pressa ses 2 mains sur la blessure pour essayer d'arrêter le saignement. Elle lui demanda pourquoi. Pourquoi il avait fait ça. Declan la regarda et, malgré la douleur, il parvint à esquisser son habituel sourire faible. Elle faisait désormais partie de sa famille. C'était ce que faisaient les membres d'une famille. À l'entrepôt, après avoir confié Rosie à des personnes de confiance, Killian partit à la recherche de Vlov. Il trouva le Russe en train de boiter vers la sortie arrière, la jambe blessée par une balle perdue. Killian ne se précipita pas. Il s'avança lentement, laissant Vlov voir la mort approcher, lui faisant ressentir la peur que Rosie avait été contrainte d'endurer. C'était pour Catherine. Pendant les 6 années où sa fille avait grandi sans sa mère, Killian n'avait pas utilisé d'arme à feu. Il sortit son couteau et le premier coup fut lent, délibéré. Vlov hurla, mais personne ne vint le sauver. C'était pour Rosie. À chaque seconde de terreur dans les yeux de sa petite fille, le 2e coup était plus profond, et Volkov se mit à pleurer, à supplier, à promettre n'importe quoi. Mais Killian ne l'écoutait pas. Il avait cessé d'écouter dès qu'il avait vu sa fille ligotée dans un sombre sous-sol. Et ce dernier coup, lent et précis, qui transperça le cœur de Vlov, était pour Ren,
pour avoir osé penser qu'il pouvait toucher ce qui lui appartenait. Volkov mourut les yeux grands ouverts, fixant le plafond de l'entrepôt, et Killian resta là, couvert de sang de la tête aux pieds. Mais enfin, il avait tenu la promesse qu'il avait faite 6 ans plus tôt sur la tombe de Catherine. Rosie rentra saine et sauve cette nuit-là, portée dans les bras de Killian comme un trésor qu'il avait ramené de la mort. Elle n'était pas blessée physiquement. Pas une seule égratignure, mais les blessures à l'intérieur d'elle étaient de celles qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. La première nuit, elle se réveilla en hurlant à cause de cauchemars, exigea de dormir avec Killian et Ren et ne lâcha pas son père jusqu'à ce qu'elle s'endorme enfin. Pendant ce temps, Declan était allongé sur un lit installé dans le salon du domaine, refusant d'aller à l'hôpital, même si le docteur Callahan insistait pour qu'il reçoive des soins professionnels. La balle avait été retirée, la blessure recousue, et Declan déclarait obstinément qu'il se remettrait ici, où il pouvait garder un œil sur sa famille. Ren ne quitta pas le chevet de Declan pendant toute la première journée. Elle s'assit à côté de lui, fixa son visage amaigri par la perte de sang, regarda les perfusions dans son bras et sentit la culpabilité peser sur sa poitrine comme une pierre. « Tu as failli mourir à cause de moi », murmura-t-elle lorsque Declan ouvrit les yeux. Declan tourna la tête vers elle. « Et même faible, dit-il en essayant de sourire. J'ai failli mourir pour ma famille. Il y a une différence et je le referais si je le devais. » Ren ne savait pas quoi répondre. Elle avait l'habitude d'être abandonnée, trahie, vendue par sa propre famille. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un soit prêt à se sacrifier pour la protéger. Le deuxième jour, lorsque les choses commencèrent à se calmer, Ren ressentit une légère douleur dans le bas de son abdomen. Elle pensa que c'était simplement le stress, les séquelles des jours horribles qu'il venait de traverser. Son corps réagissait à tout ce qui s'était passé. Elle but de l'eau, s'allongea et essaya de ne pas y penser. Mais le troisième jour, la douleur s'intensifia. Ren se réveilla au milieu de la nuit avec l'impression que quelqu'un lui tordait les entrailles. Et lorsqu'elle baissa les yeux, elle vit du sang. Pas beaucoup, seulement quelques gouttes, mais suffisamment pour la plonger dans la panique. Le docteur Callahan arriva en moins de 20 minutes. Après l'avoir examiné, son visage devint grave. Ren comprit immédiatement que les nouvelles n'étaient pas bonnes. « Pré-éclampsie », a-t-il dit à Killian, qui se tenait au chevet du lit, le visage blanc comme un linge. Sa tension artérielle est dangereusement élevée, causée par le stress. Un traumatisme psychologique l'a déclenché. Nous devons l'emmener immédiatement à l'hôpital. Si nous ne parvenons pas à la stabiliser, nous devrons peut-être provoquer l'accouchement. Elle n'en est qu'à 29 semaines. Ren fut emmené à l'hôpital privé de l'organisation cette nuit-là. Les médecins et les infirmières ne posèrent aucune question et ne rendirent compte à personne. Allongée dans son lit d'hôpital, reliée à des perfusions et à des moniteurs, elle fixait le plafond d'un blanc immaculé et essayait de ne pas penser au pire. Killian ne quittait pas la chambre. Il était assis sur la chaise à côté de son lit, lui tenait la main et refusait de manger, de dormir, de s'éloigner ne serait-ce qu'une minute. Ses yeux gris étaient creusés par la fatigue. Une barbe naissante ombrageait sa mâchoire, car il n'avait pas pris la peine de se raser. Mais il s'en moquait. Il avait failli perdre Rosie. Il ne pouvait pas perdre Ren et leur enfant à naître aussi. Chaque jour, Rosie appelait par vidéo depuis la maison, son petit visage remplissant l'écran du téléphone, les yeux plissés d'inquiétude. « Ren, guéris vite, s'il te plaît, » disait-elle d'une voix tremblante. « J'ai besoin que tu rentres à la maison. Le bébé a besoin de toi aussi. J'ai parlé de toi à Maman Star, et maman a dit qu'elle te protégerait, mais je veux quand même que tu rentres à la maison. » Ren essaya de sourire à l'écran, essaya de rassurer la petite fille, mais à l'intérieur, elle était brisée. La troisième nuit à l'hôpital, après que Rosie eut raccroché et que la chambre eut été plongée dans le silence, seulement rompu par le bip régulier des machines, Ren se tourna vers Killian. « Si quelque chose m'arrive, » commença-t-elle d'une voix faible. Killian lui serra la main, secouant la tête comme pour l'empêcher de continuer. Mais elle avait besoin de le dire. « Promets-moi que tu diras au bébé qu'elle était désirée. » Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, que je l'aimais depuis le moment où j'ai su qu'elle existait. Ne la laisse pas grandir en pensant que personne ne la voulait, comme je le pensais autrefois. Killian se leva, s'assit sur le bord du lit et la prit dans ses bras aussi doucement qu'il le pouvait, avec tous les fils et les machines autour d'eux. « Tu lui diras toi-même, » murmura-t-il dans ses cheveux,
la voix brisée. « Je viens juste de te retrouver. Je ne te perdrai pas maintenant. » Les 5 semaines passées à l'hôpital furent les plus longues de la vie de Ren et Killian. Les médecins firent tout leur possible pour stabiliser son état, ajustant son traitement, surveillant sa tension artérielle en permanence, la gardant d'alité et limitant ses mouvements. Il y avait des jours où les choses semblaient s'améliorer, et Ren commençait à espérer qu'elle s'en sortirait. Mais il y avait aussi des nuits où sa tension artérielle montait en flèche. Elle avait l'impression que sa tête allait éclater et elle devait rester allongée dans l'obscurité totale, un sac de glace sur le front, tandis que Killian, impuissant, était assis à côté d'elle et la regardait souffrir. À la 34e semaine, le docteur Callahan prit la décision finale. « Nous ne pouvons plus attendre », a-t-il dit à Killian et Ren, le visage grave, mais la voix calme. Le bébé est suffisamment développé pour survivre à l'extérieur, et le corps de Ren s'affaiblit. Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de les perdre tous les deux. L'opération était prévue pour le lendemain matin. Cette nuit-là, Ren ne parvint pas à dormir. Allongée dans le noir, une main posée sur son ventre gonflé, elle sentait les petits mouvements de l'enfant en elle et priait toutes les forces qui pouvaient l'entendre pour qu'ils survivent tous les deux au lendemain. Le lendemain matin, Ren fut conduite dans la salle d'opération sur un brancard d'un blanc immaculé. Killian marchait à ses côtés, vêtu d'une blouse bleue stérile de l'hôpital, ne ressemblant en rien au chef mafieux froid que le monde connaissait. Il ressemblait à un homme ordinaire qui avait peur, qui priait, qui serrait la main de la femme qu'il aimait, comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle d'opération, Ren se mit à trembler, non pas de froid, mais de peur. Elle avait affronté beaucoup de choses terrifiantes dans sa vie, survécu à des nuits dans un sous-sol, enduré 8 ans d'esclavage, regardé des tueurs dans les yeux sans ciller. Mais rien ne l'avait préparée à ce moment. « J'ai peur », murmura-t-elle à Killian, tandis que les infirmières s'affairaient autour d'eux. « Je n'ai jamais eu aussi peur. J'ai vécu toute ma vie seule et maintenant j'ai quelque chose à perdre. » Killian serra sa main plus fort, ses yeux gris fixant les siens avec la fermeté dont elle avait besoin. « Tu n'es pas seul. Je suis là. Je ne te lâcherai pas. » L'opération commença et un drap fut placé sur la poitrine de Ren, lui bloquant la vue sur ce qui se passait en dessous. Elle ne pouvait voir que les têtes des médecins bouger derrière le rideau. Elle entendait des ordres secs échangés, sentait une pression et des mouvements, mais aucune douleur grâce à l'anesthésie. 15 minutes s'écoulèrent dans une tension suffocante. Killian était assis à côté de sa tête, une main serrant la sienne, le regard fixé sur le drap, avec une inquiétude non dissimulée. Puis elle a senti une forte pression, une sensation de traction, et la voix d'un médecin a annoncé que le bébé était sorti. Ren a retenu son souffle, dans l'attente. Killian s'est penché en avant, essayant de voir par-dessus le drap. Ils attendaient tous les deux le son que tous les parents rêvent d'entendre à ce moment-là. Le cri d'un bébé, mais il n'y avait rien. 1 seconde s'est écoulée. 2, 5. Ren a vu les médecins et les infirmières s'affairer rapidement derrière le rideau. Elle entendit des voix pressantes, mais ne comprit pas les mots. 10 secondes. Son cœur battait à tout rompre. Le moniteur se mit à sonner lorsque son pouls s'accéléra. 15 secondes. Elle serra la main de Killian si fort qu'elle aurait pu lui briser les os. 20 secondes. « Pourquoi ne pleure-t-elle pas » cria Ren, la voix brisée par la panique. « Killian, pourquoi ne pleure-t-elle pas » 25 secondes. Killian ne pouvait pas répondre. Il la serrait simplement plus fort dans ses bras. Son visage était livide. Ses yeux étaient fixés sur le rideau derrière lequel leur enfant était caché. 30 secondes, puis, comme par miracle, un son retentit dans la pièce. Un cri faible, minuscule, comme le miaulement d'un chaton, mais clair et distinct. Le cri de la vie. Elle respire. La voix du docteur Callahan retentit. Le soulagement était indéniable. Elle va bien. Elle est petite, mais elle respire. Ren éclata en sanglots, les larmes coulant comme si elles avaient été retenues en elle pendant les 30 secondes les plus longues de sa vie. Elle sentit Killian se pencher pour embrasser son front, sentit ses épaules trembler, et elle sut qu'il pleurait aussi. Une infirmière s'approcha, portant un petit être vivant enveloppé dans une couverture blanche. Le bébé fut placé sur la poitrine de Ren, chaud et incroyablement léger, pesant à peine plus de 2 kilogrammes. La peau rouge, les petits doigts comme des pouces, les yeux fermés,
et une couronne de cheveux noirs. Elle était réelle, murmura Ren, caressant le petit visage du bébé de sa main tremblante. Elle est vraiment réelle. Killian se tenait à côté d'eux, regardant les deux femmes de sa vie, et ses genoux faillirent se dérober sous lui. Ses yeux gris étaient humides, et pour la première fois de sa vie, il se moquait que quelqu'un le voie pleurer. « Elle est parfaite, murmura-t-il. Vous êtes toutes les deux parfaites. » Ren leva les yeux vers lui, puis vers la petite fille dans ses bras, et elle sut immédiatement quel nom lui donner. Céleste, Céleste Mercer. Killian répéta le nom, le savourant sur ses lèvres. Céleste, ça veut dire céleste. Ren sourit à travers ses larmes. Ainsi, les étoiles de Rosie veilleront toujours sur elle. Céleste Mercer était trop petite pour rentrer à la maison immédiatement. Le docteur Callahan expliqua que ses poumons avaient besoin de plus de temps pour se développer et qu'elle devrait rester dans l'unité de soins intensifs néonatale jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour respirer toute seule. C'est ainsi que commencèrent les 12 jours les plus longs de la vie de Ren. 12 jours à regarder sa fille à travers la vitre d'une couveuse. 12 jours à compter chaque petit souffle sur le moniteur et à prier pour que les chiffres continuent d'apparaître. Killian et Ren se relayaient pour veiller à côté de la couveuse 24 heures sur 24. Lorsque Ren était épuisé et avait besoin de repos pour se remettre de son opération, Killian s'asseyait là, une main posée sur la vitre chaude, et parlait à sa petite fille de ce qu'elle verrait en rentrant à la maison, de sa sœur Rosie qui l'attendait, de la chambre déjà préparée. Et lorsque Killian devait s'occuper d'affaires urgentes pour l'organisation, Ren prenait sa place, s'asseyant pendant des heures juste pour regarder la petite poitrine de Céleste se soulever et s'abaisser. Chaque respiration était un petit miracle. Rosie avait été autorisée à rendre visite à sa sœur grâce à une dérogation spéciale accordée par le Dr. Callahan, même si les enfants n'étaient normalement pas admis dans l'unité néonatale de soins intensifs. Elle se tenait devant la vitre, pressait sa petite main contre la surface transparente et regardait de ses grands yeux gris la petite sœur allongée dans la couveuse, entourée de fils et de machines. « Bonjour Céleste, je suis ta grande sœur. J'ai apporté des images d'étoiles pour que tu saches ce qui t'attend. » Rosie brandit les dessins qu'elle avait réalisés, remplis d'étoiles et de planètes colorées. Puis elle commença à lire un livre d'astronomie dans un petit haut-parleur relié à la couveuse. Sa voix claire parlait des constellations, de la Voie lactée, des mystères de l'univers qu'elle aimait. « Maman, je veux dire Catherine. »« Maman te regarde aussi, » dit Rosie en levant les yeux vers le plafond, comme si elle pouvait voir à travers pour apercevoir le ciel nocturne. L'étoile de maman brille vraiment fort ce soir. Ren se tenait à côté d'elle et l'écoutait, et sa gorge se serra lorsqu'elle réalisa quelque chose. Elle se tourna vers Killian qui se tenait à côté d'elle et lui murmura « Elle m'a appelé maman avant de se corriger. » Killian acquiesça, le regard doux, tandis qu'il regardait sa fille aînée faire la lecture au bébé. « Elle fait ça à la maison aussi. Elle me demande si elle a le droit de t'appeler maman. » Le 10e jour, Céleste fut débranchée du respirateur. Pour la première fois, elle respirait complètement par elle-même avec ses petits poumons, et Ren pleura lorsqu'elle vit que le niveau d'oxygène sur le moniteur restait stable sans l'aide de la machine. Le 12e jour, le docteur Callahan entra avec un sourire et prononça les mots qu'ils attendaient tous depuis près de 2 semaines. « Elle est assez forte maintenant. Elle peut rentrer à la maison. » Ren a fondu en larmes. Killian l'a serrée dans ses bras et Rosie a sauté dans la pièce comme un petit oiseau libéré. Elle rentre à la maison. Ma petite sœur rentre à la maison. Cet après-midi-là, ils ont amené Céleste pour la première fois au domaine Mercer. Rosie a couru devant et a ouvert la porte de la chambre d'enfant, une pièce qu'elle avait passée la semaine précédente à décorer. Des étoiles phosphorescentes et des autocollants représentant des planètes brillantes recouvraient les murs et le plafond, transformant la pièce en un petit univers. « Ainsi, Céleste n'aura pas peur du noir, » expliqua Rosie solennellement. « Les étoiles la protégeront comme elles me protègent. » La première nuit, toute la famille se rassembla dans la chambre d'enfant. Killian se tenait près du berceau, regardant Céleste endormie. Ren était assise dans le fauteuil, épuisée, mais plus heureuse que jamais. Et Rosie s'est blottie sur le tapis au sol, refusant de quitter la chambre de sa sœur, même si l'heure du coucher était passée depuis longtemps. En regardant autour d'elle la petite pièce éclairée par des étoiles brillantes et une douce veilleuse, Ren a réalisé qu'ici, pour la première fois en 27 ans, elle avait une vraie famille. Pas une famille de sang et d'obligations, mais une famille de choix et d'amour.
Un an s'était écoulé depuis la nuit la plus longue de leur vie, et tout avait changé d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Killian Mercer, le parrain de la mafia qui avait autrefois fait trembler tout Boston, avait discrètement restructuré toute son organisation. La violence avait lentement diminué, remplacée par des investissements immobiliers et des entreprises commerciales légitimes. Il n'était plus le monstre de la pègre, mais devenait progressivement un véritable homme d'affaires, un père qui pouvait regarder ses filles dans les yeux sans avoir honte de ce qu'il avait fait. Declan s'était complètement remis de la blessure qui avait failli le tuer cette nuit-là. Et maintenant, il était oncle Deck, adoré par Rosie et Céleste. Chaque week-end, il venait au domaine avec des petits cadeaux et des blagues qui faisaient rire Rosie jusqu'à ce qu'elle tombe à la renverse. Et Céleste levait toujours les deux bras pour qu'il la prenne dans ses bras dès qu'elle le voyait franchir la porte. Wren n'était plus une comptable liée par la dette de sa mère. Elle était devenue la directrice financière officielle de Mercer Holdings, avec son propre bureau, sa propre secrétaire et le respect de tous les membres de l'organisation. Personne n'osait plus la considérer comme un bien ou un numéro dans un grand livre. Elle était la femme du patron, la mère de sa fille et la femme qui avait transformé un empire bâti sur le sang et les os en quelque chose de mieux. Un soir, alors que Céleste dormait dans son berceau et que Rosie lisait un livre sur les étoiles dans sa chambre, Killian appela Wren dans la bibliothèque. Il se tenait près de la cheminée allumée, tenant une vieille feuille de papier jaunie par le temps. Wren le reconnut immédiatement. C'était le contrat de dette que sa mère avait signé 8 ans auparavant. Le contrat qui avait fait de Wren la propriété de Mercer. « Tu sais ce que c'est ?» demanda Killian doucement. Wren acquiesça, incapable de parler. Elle avait essayé d'oublier ce papier, essayé de croire qu'il n'avait plus d'importance. Mais une partie d'elle avait toujours su que, techniquement, elle appartenait toujours à l'organisation. Killian la regarda, puis jeta le papier dans les flammes. Ils restèrent de là à regarder le feu le consumer, le réduire en cendres, effaçant 8 années d'esclavage en quelques secondes. « Cela n'a jamais existé », dit Killian lorsque le papier fut entièrement consumé. « Tu n'as jamais été une dette. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille. » Le mariage eut lieu par une chaude journée de printemps dans le domaine de Beacon Hill qu'ils considéraient comme leur foyer. Il n'y avait pas des centaines d'invités, pas de presse, pas de spectacle de la haute société de Boston, seulement leurs proches les plus fidèles, ceux qui les avaient accompagnés dans les moments les plus sombres et les plus heureux. Rosie était la demoiselle d'honneur, marchant dans une allée parsemée de pétales dans une robe blanche, brodée à la main de petites étoiles scintillantes. Elle portait son panier de fleurs avec un sérieux solennel, comme si c'était la mission la plus importante de sa vie. Et peut-être que pour elle, ça l'était. Céleste était assise sur les genoux de Madame Brennan, les yeux gris écarquillés, absorbant tout avec la curiosité émerveillée d'une enfant d'1 an. Et lorsque ses parents se sont embrassés à la fin de la cérémonie, elle a applaudi et gloussé comme si elle comprenait exactement ce que cela signifiait. Declan se tenait aux côtés de Killian en tant que témoin. Et lorsqu'est venu le moment de porter un toast, il a commencé à parler de fraternité, de famille, de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. À mi-chemin, sa voix se mit à trembler, ses yeux se remplirent de larmes et celles-ci commencèrent à couler sur ses joues. « Je ne pleure pas », dit Declan en essuyant ses larmes avec la manche de son costume. « C'est une allergie, on est en mars, taisez-vous. » Toute la salle éclata de rire et même Killian ne put cacher son sourire. Le soir de leur mariage, après le départ des invités, lorsque la maison fut redevenue calme, la famille se rassembla sur le balcon donnant sur le ciel nocturne de Boston. Rosie tenait Céleste dans ses bras et lui montrait les étoiles. « Regarde, Céleste, c'est l'étoile de Catherine, c'est notre autre mère. » Céleste suivit le doigt de sa sœur et babilla des sons incompréhensibles. Ravie, Rosie se tourna vers Wren, ses yeux gris sérieux comme seuls les enfants peuvent l'être. « Je peux t'appeler maman? Pour de vrai. Toujours. » Wren s'agenouilla pour croiser le regard de la fillette de 8 ans qui avait conquis son cœur dès le premier soir avec une histoire sur les étoiles. « J'en serai très heureuse. » Rosie la serra fort dans ses bras, puis leva les yeux vers le ciel. « Tu vois, Catherine, je t'avais dit qu'elle était gentille. L'étoile de maman clignote. Ça veut dire qu'elle est d'accord, n'est-ce que bon? » Killian resta là, à regarder les 3 femmes de sa vie. Sa femme, celle qui lui avait appris que l'amour n'était pas une faiblesse. Sa fille aînée, qui avait réchauffé son cœur pendant ses années les plus sombres,
Et sa fille Tedette, preuve vivante que les choses les plus inattendues peuvent donner naissance aux plus beaux miracles. Killian Mercer avait bâti son empire sur le sang et les os. Il avait appris à survivre en n'aimant jamais trop, en ne faisant jamais trop confiance. Mais debout sur ce balcon cette nuit-là, avec ses filles et la femme qui avait réécrit toutes les règles qu'il avait connues, il comprit enfin quelque chose que son père n'avait jamais compris. Les empires les plus solides ne sont pas bâtis sur la peur. Ils sont bâtis par des gens prêts à verser leur sang à vos côtés. Restez ferme lorsque le monde s'écroule, vous choisir non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Et pour la première fois dans sa vie violente et sanglante, Killian Mercer ne faisait pas que survivre, il vivait enfin. Voici leur histoire. Un monstre qui a appris à aimer, une femme qui a appris à rester et deux petites filles qui leur ont appris à tous les deux que la famille n'est pas une question de sang. Ce sont les personnes qui sont là quand tout s'écroule. Cette histoire nous rappelle que le passé ne définit pas l'avenir, que tout le monde mérite d'être aimé, peu importe d'où il vient, et que la vraie famille n'est pas celle avec laquelle on est né, mais celle qui choisit de rester à nos côtés dans les moments les plus difficiles. Dans cette vie, nous sommes parfois blessés par ceux-là même qui auraient dû nous aimer le plus. Mais cela ne signifie pas que nous ne méritons pas le bonheur. Comme Ren, nous devons parfois traverser l'obscurité pour trouver notre propre lumière. Qu'avez-vous ressenti en découvrant cette histoire? Quel moment vous a le plus ému? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment connaître votre opinion. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de croire en une seconde chance. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires émouvantes quotidiennes. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix et de bonheur. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.